Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et oui, on a retrouvé Thomas Binet. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le placer? Et surtout, quand le placer? Thomas Binet au programme aujourd'hui d'Oser investir. Eh bien Jean-Marie, on va parler du logement intermédiaire. À qui cela s'adresse? Et on va recevoir comme invité Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. On va parler de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, et du monde du commerce. Et avec Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, on va parler d'investissement et de placement. Voilà le programme, mon cher Jean-Marie. C'est parti tout de suite. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Oui, Thomas, vous parliez de logement intermédiaire, un mot qui a fait tiquer nos auditeurs puisqu'il était aussi dans la bouche il y a quelques jours du Premier ministre. Le logement intermédiaire sera accessible aux classes moyennes. Qui est accessible aux classes moyennes va intégrer les quotas de HLM. Avant de toute chose, c'est quoi ce logement intermédiaire? Eh bien, il fait référence à des logements qui se situent entre le logement social et le marché libre, visant à répondre aux besoins des ménages dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier d'un logement social, mais qui rencontrent toujours des difficultés pour accéder à un logement sur le marché libre en raison des coûts élevés. Bref, ce sont les classes moyennes qui sont concernées. Alors, comment on va s'y prendre? Gabriel Attal, donc le Premier ministre, veut remettre à plat la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui date de décembre 2000 et qui a pour vocation de favoriser la mixité sociale. Chaque ville doit disposer d'un parc immobilier composé à 25% de HLM. À défaut de s'y conformer, elles peuvent subir des pénalités financières. Il n'y aura plus de quotas exclusivement dédiés au HLM. Dorénavant, les logements intermédiaires y seront intégrés. Alors pourquoi il agit de la sorte? Le gouvernement veut soutenir les classes moyennes. Du coup, il passe par la loi pour les intégrer dans des dispositifs d'accès au logement. Mais c'est une bonne idée ou pas? Je vais vous donner des points positifs, points négatifs, Allez-y. comme dans toute situation. Alors d'abord, les points positifs, ça favorise un peu plus encore la mixité sociale. Et ça donne accès aux logements sociaux à des populations pouvant rencontrer des difficultés. Mais en revanche, ça réduit les places pour les plus démunis, bien naturellement. Et ça va créer une compétition sur le dossier de candidature. Je rappelle quand même qu'il y a 2 400 000 ménages en attente de logement social. Ça explique aussi pourquoi la gauche s'est indignée de cette annonce juste après le discours. Absolument. Effectivement. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité de la semaine. C'est Jean-Marc Peter. Il est directeur général de Sofidy, société concevant des produits d'épargne et d'investissement orientés vers l'immobilier de commerce et aussi les bureaux principalement. Bienvenue à vous, Jean-Marc Peter. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Jean-Marc Peter, on va parler de SCPI et de son marché, bien évidemment. Mais avant toute chose, avec l'inflation rencontrée depuis plusieurs mois, comment va le secteur du commerce en général? On rentrera dans les particularités après. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que ça fait plusieurs années qu'il y a eu un énorme commerce bashing, puisqu'on a estimé que le commerce allait disparaître au profit du e-commerce, et il y a eu évidemment le Covid qui a laissé penser que le commerce allait vraiment disparaître. En fait, il n'en a rien été. Le commerce retrouve de son lustre à la faveur notamment de la reprise de la consommation post-Covid. Et les chiffres aujourd'hui que l'on constate, qui sont évidemment fortement corrélés à la consommation des ménages, sont plutôt stables en matière de commerce après l'exercice 2022 qui était un exercice de consommation assez effréné. Alors on va s'arrêter maintenant un peu sur les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Comment se porte là aussi le marché en ce presque début d'année, on est au mois de février? Alors, le marché des SCPI, c'est pas un scoop, a connu quelques difficultés, principalement pas en raison, je dirais, de son sous-jacent de l'immobilier, mais en raison de facteurs exogènes que sont les taux d'intérêt. Il y a une évolution inverse entre les taux d'intérêt et la valeur de l'immobilier. Plus les taux d'intérêt montent, plus l'immobilier baisse. Donc, on vient de traverser une année un peu pénible, mais le sentiment que je partage sans doute avec un certain nombre de confrères, c'est qu'on est peut-être au creux de la vague. Un certain nombre de SCPI ont corrigé leur prix à la baisse et c'est peut-être le moment de se repositionner. Alors justement, on relève de part et d'autre et on entend des professionnels évoquer qu'il y a beaucoup quand même de demandes de rachat de parts en raison des inquiétudes sur l'immobilier. Si ça s'avère être vrai, et vous allez nous le confirmer ou nous l'affirmer dans un instant, ça serait pas forcément une bonne nouvelle pour les SCPI et aussi pour les sociétés de gestion qui verraient leurs revenus baisser. Alors effectivement, les rachats de parts illustrent quelque chose que tout le monde sait, c'est que l'immobilier n'est pas une classe d'actifs liquide. L'immobilier est foncièrement illiquide. Et donc, si tout le monde se décide de vendre, évidemment, il va y avoir un embouteillage devant le guichet de sortie. Pour autant, lorsqu'on regarde l'environnement actuel, il y a un certain nombre d'éléments qui devraient rassurer sur l'évolution de l'immobilier dans les mois qui viennent. D'abord, je pense que tout le monde est d'accord pour considérer que les taux vont
commencé à baisser. Et donc les produits concurrents à l'immobilier, qui sont les comptes des dépôts et de livrets, deviennent moins attractifs. Deuxièmement, on se rend compte que le marché qui est bloqué parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, pas de vendeurs, ou en tout cas ils n'arrivent pas à s'entendre, commence un peu à se débloquer, notamment dans les meilleures localisations. Et le dernier point, vous avez un indicateur qui est assez intéressant à regarder, c'est les foncières cotées. C'est en fait les entreprises qui détiennent de l'immobilier, qui sont cotées à la bourse et qui sont un signe avant-coureur de l'évolution de l'immobilier, avec généralement un délai de 6 mois à 1 an. Et les foncières cotées ont violemment rebondi. Ce que vous dites là, c'est que selon votre analyse, d'après vous, courant 2024, pour qu'on soit très concret pour nos auditeurs, les demandes de rachat, ça devrait se tasser. Alors, je pense que 2024 va être une année de transition, où il y aura la coexistence de deux éléments, certains positifs, d'autres négatifs. Certains positifs, c'est des signes de reprise de l'immobilier et élément un peu moins positif, sans doute l'arrivée sur le marché d'un certain nombre d'actifs immobiliers qui vont peser sur les prix. Donc 2024 va être une année de transition. Je pense que le vrai redémarrage sera 2025. Mais 2024 peut être aussi un point d'entrée intéressant. Ah, Jean-Marc Peter, on va s'intéresser tout de suite au secteur du commerce non alimentaire, jugé comme non essentiel, fut une époque sous nos ans, qui est peut-être en train de s'enfoncer dans la crise. Je vais citer quand même quelques enseignes. Pimki, Camaïeu, Gap, San Marina, Koukaï, Jennifer. Et la liste n'est pas exhaustive. Je me suis arrêté là, sinon on aurait pu peut-être en avoir pour la matinée. Tous sont soit en dépôt de bilan, soit en redressement judiciaire. Est-ce que ça démontre pas que c'est une catégorie de magasins qui souffre tellement qu'elle n'a peut-être même plus d'avenir, en définitive, dans le commerce traditionnel ? Alors vous citez effectivement des entreprises françaises qui connaissent des problèmes, mais je peux vous citer des entreprises qui fonctionnent très bien. Donc vous avez Primark qui fonctionne très bien, vous avez Zara qui fonctionne formidablement bien, qui ne cesse d'accumuler des progressions de chiffre d'affaires et de résultats. Vous avez aussi le groupe japonais Fast Retailing avec Uniqlo qui fonctionne bien. Donc vous savez... Mais ça veut dire, excusez-moi je vous interromps, ça veut dire qu'il y avait trop d'enseignes alors ? Alors, peut-être tout il y a simplement. trop d'enseignes. Vous savez, le commerce est une matière vivante qui évolue. Certains acteurs perdent de la vitesse et d'autres en gagnent. On a effectivement l'impression que, et c'est vrai, qu'il y a beaucoup de difficultés, par exemple, dans le prêt-à-porter, mais quelque chose qui fonctionne bien et qu'on n'a pas forcément en tête, par exemple, c'est les chaussures de sport. Donc, vous avez beaucoup d'enseignes, Courir, JD Sport, JD Sport, qui fonctionnent très bien et qui, d'ailleurs, ont tendance à remplacer les enseignes de prêt-à-porter qui quitteraient parce qu'elles fonctionnent mal, certains emplacements. Et vous savez, nous on achète, on n'est pas actionnaire des locataires, on achète les murs. Bien sûr. Et comme toujours en matière d'immobilier, si vous avez un bon emplacement, c'est un bon placement. Et donc, vous avez un renouvellement naturel, une enseigne ne fonctionne pas, on la remplace par une autre qui fonctionne mieux. Et si l'emplacement est bon, généralement ça peut se faire avec des progressions de loyer. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le e-commerce ne serait pas un ennemi tant que ça, en définitive, même pour ces enseignes non alimentaires ? Alors là aussi, il y a des idées ou des fantasmes. La FEVAD, qui est donc la Fédération de la vente à distance, vient de publier ses chiffres. Et bizarrement, c'est une surprise que personne n'a en tête sans doute, c'est que la vente de services, c'est-à-dire tout ce qui est voyage, tourisme, progresse cette année en 2023 par rapport à 2022 de 20%. En revanche, la vente d'objets, c'est-à-dire l'électronique, les vêtements, baisse, le commerce électronique baisse en vente d'objets de 2% avant prise en compte de l'inflation. C'est-à-dire, si on prend en compte l'inflation de 4%, ça baisse de 6%. Votre conseil du jour, c'est faut pas vendre les parts, faut attendre, faut regarder comment va évoluer 2024, puisque c'est en 2025 qu'on va avoir vraiment la vision précise de ce qui est en train de se passer. Alors, mon conseil a toujours été de ne pas vendre ses parts de SCPI. De toute façon, c'est un investissement long terme, c'est pour préparer sa retraite, avoir des compléments de revenus. C'est comme lorsque vous achetez votre appartement, c'est pas parce qu'il baisse de 5% que vous allez vendre votre appartement, si vous voulez. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est quand faut-il réinvestir ? Et je pense que à partir de 2024, c'est pas forcément idiot, puisque de notre point de vue, les corrections ont été passées. Bon, rendez-vous en 2025, on verra ça avec vous, Jean-Marc Peter. Merci. On vous réinvitera. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes le directeur général de Sofidy. Merci à vous. Tout de suite, on explique quelque chose. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et on l'explique avec notre expert Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr, consultant en gestion de patrimoine. Tiens, dans Osez investir, on explique l'investissement en fin de compte. Absolument, et aussi le placement. On va en parler avec vous, mon cher Guy, parce que vous êtes un fin linguiste, tout le monde le sait. On vous écoute régulièrement dans cette émission. Et vous allez avoir la gentillesse peut-être de nous faire la différence justement entre investissement ou investir, le verbe, et le placement.
Alors, normalement, Oui. c'est simple et c'est rigide. C'est-à-dire que quand on place son argent, il y a un contrat. Par exemple, un compte sur livret ou un contrat d'assurance vie en euros. Vous posez de l'argent quelque part et vous le retrouverez comme c'est prévu. À l'inverse, quand vous investissez, vous entrez dans l'économie et personne ne vous protège. C'est-à-dire que si vous voulez revendre votre appartement ou quelques actions, il n'y a personne pour vous assurer un prix de revente. Alors donc j'essaie de vous résumer. Donc le placement c'est sans risque et l'investissement ça sera avec risque. Peut-être un peu rapide. Avec une contrepartie, la rentabilité. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat avec la banque ou la compagnie d'assurance, celles-ci sont très prudentes. Donc la rémunération sera plus faible. Autrement dit, les investissements comme la bourse et l'immobilier sont beaucoup plus rentables sur la durée. Mais il y a toujours des effets secondaires. C'est-à-dire qu'avec le placement, l'inflation n'est pas prévue dans le contrat. Donc, la valeur finale de ce que vous avez peut s'éroder simplement parce que l'argent a perdu de la valeur. Donc, il ne faut pas y laisser des sommes trop importantes, trop longtemps. Alors vous avez des effets secondaires, pardon, dans l'investissement ? Ah bah oui, C'est quoi ? on peut se tromper. Ouais. C'est ça l'effet secondaire principal. D'où des solutions comme les OPCVM, organismes de placement collectif en valeur mobilière pour les actions, ou les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier pour l'immobilier, où à chaque fois, au lieu d'une action ou au lieu d'un immeuble, on préfère un portefeuille avec de nombreux éléments. Alors du coup Guy, pardon, mais qu'on comprenne bien pour finir votre chronique, on ne devrait donc pas parler de placement boursier ou placement immobilier du coup ? Alors, en principe, non. On devrait parler d'investissement. Et vous savez, aujourd'hui, tout est permis, donc allons-y. Alors, cela dit, vous savez d'où vient le mot investir ? À l'origine, c'était un terme militaire pour dire investir attaquer, une place forte. Exactement, attaquer et s'emparer d'une plate forte, d'une ville, etc. Exactement, Jean-Marie. Et au 19e siècle, avec la révolution industrielle, c'est devenu un terme tout aussi militaire pour dire engager ses capitaux dans l'aventure industrielle. Alors voilà, risque, aventure, récompense. C'est formidable, on a appris quelque chose, en tout cas en termes d'étymologie avec notre oncle Picsou habituel. Merci beaucoup Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr. Merci à vous également Thomas Binet. Merci Jean-Marie. On vous retrouve dimanche prochain avec un nouveau mot, tiens, pourquoi pas. Oser investir, quel qu'en soit le sens. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet. Avec franchise.